ce n'était pas seulement un accident de la route, c'était quelque chose de bien plus grave. Le matin du 24 avril, une caméra embarquée a enregistré les premiers signes de chaos sur la route fédérale 54 à Zacatecas. D'épaisses colonnes de fumée noire s'étendaient dans le ciel, tandis que des explosions secouaient l'asphalte en dessous, laissant le conducteur avoir du mal à reprendre son souffle. Il ne s'agissait pas d'un incident de circulation ordinaire. C'était le résultat d'un affrontement direct entre le secrétariat de la Défense nationale et l'un des opérateurs criminels les plus dangereux du Mexique. En moins d'une heure, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les forums de sécurité et les chaînes Telegram. Le Mango, personnage notoire, avait été capturé vivant. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel tueur à gages, c'était le cerveau derrière le couloir d'armes stratégique qui allait du Michoacán à la frontière nord, désormais aux mains des autorités. Cette opération n'a pas seulement démantelé un élément clé du réseau du crime organisé, cela a envoyé un message puissant, personne n'est intouchable. Chaque coup de feu, chaque cri résonnant sur l'asphalte, chaque camion bloquant la route ont contribué à une scène dramatique qui allait bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans le pays. Mais qu'est-ce que les forces spéciales avaient découvert exactement dans ce convoi intercepté? L'ampleur de leur découverte était sur le point de devenir évidente. Il était 10h46 sur la Federal Highway 54, kilomètre 347. Les premières explosions ont cessé, mais la fumée continue de monter. Les soldats se sont déplacés rapidement pour percer les camions blindés. Dans le premier véhicule, caché sous des couches d'acier, ils ont découvert quelque chose qui a fait froid dans le dos à toutes les personnes impliquées. Un chiffre stupéfiant de 5,6 tonnes de méthamphétamine de haute pureté, compactés en blocs de polymère pesant chacun 25 kg. Ces blocs avaient été soigneusement enveloppés dans des couches anti-radiation pour contourner les scanners des douanes. La quantité de drogue à elle seule suffisante pour inonder plus de 9 millions de doses distribuées dans la rue a transformé ce qui était censé être une opération de routine en une crise nationale. À 11h03, le deuxième camion était en cours d'inspection manuelle. À l'intérieur, les experts ont découvert des compartiments scellés à l'azote liquide. Lorsqu'ils ont finalement réussi à les ouvrir, un nouveau cauchemar a été dévoilé, 600 millions de dollars en espèces, empilés en liasses de $10 chacune. L'argent, divisé en 18 blocs cachés, équivalait au budget annuel de plusieurs municipalités de taille moyenne au Mexique. À 11h27, le troisième camion en a révélé encore plus. Ce qui semblait être un véhicule cargo ordinaire s'est avéré tout sauf le cas. À l'intérieur, les autorités ont découvert 17 fusils barrets, 50 armes de qualité militaire, 24 drones équipés de charges explosives de précision, 4 lance-roquettes M70 et 2 LW, ainsi que des gilets pare-balles de haute qualité déguisés avec de faux insignes des forces spéciales. Il ne s'agissait pas d'une simple expédition de drogue, il s'agissait d'un arsenal de qualité militaire, prêt à être déployé. La découverte a déclenché l'activation du protocole du bouclier rouge. À 11h32, Sedena a ordonné la fermeture complète de l'autoroute 54, bouclant ainsi un tronçon de 86 km allant de la jonction de Morlo à Villa de Cos. À 11h45, 2 hélicoptères UH-60 Black Hawk de l'armée de l'air mexicaine ont commencé des patrouilles aériennes, tandis que des unités terrestres blindées établissaient des anneaux de sécurité autour de la zone. Quelques heures plus tôt, ce qui était autrefois une artère commerciale s'est transformé en l'épicentre de l'une des saisies les plus importantes de l'histoire récente du Mexique. La drogue, l'argent, les armes, tout cela racontait une histoire d'une sophistication criminelle sans précédent. Mais ce n'est pas seulement l'ampleur de la contrebande qui a horrifié les commandants. Le CJNG avait évolué. Il n'opérait plus comme un cartel mais s'était transformé en une force armée secrète. La question la plus urgente était désormais la suivante: qui leur avait permis de construire cette force militaire au nez et à la barbe de l'État? Qui, dans l'ombre, avait financé cette terrifiante machine de guerre? Les réponses à ces questions commençaient peu à peu à faire surface, et elles s'avéraient encore plus choquantes. Le 22 avril, à 16h05, un petit drone de reconnaissance survolant Zacatecas a détecté une anomalie. Un conteneur Kenworth blanc, voyageant sans plaque visible, se déplaçait de manière irrégulière le long du tronçon entre Fresnillo et Enrique Estrada. Ce n'était pas n'importe quelle bande-annonce. Il a fallu des manœuvres d'évitement pour éviter les points de contrôle de routine, en faisant des détours rapides et en s'arrêtant brièvement toutes les 2 heures, probablement pour recalibrer sa stratégie d'évasion. Une alerte immédiate a été lancée. Le CNI et Sedena ont activé leur discret protocole de surveillance tactique, déployant des drones invisibles à 400 mètres. L'IA prédictive a été utilisée pour modéliser la trajectoire du véhicule, les temps d'arrêt et les itinéraires alternatifs.
des agents camouflés surveillaient les stations-service et les autoroutes fédérales. Les 24 heures d'analyse suivantes ont révélé une tendance inquiétante, le Kenworth n'était pas seulement un véhicule de transport, c'était un centre de commandement mobile, et il se dirigeait vers San Luis Potosí, en route vers la frontière nord. Le 23 avril à 19h26, les caméras thermiques ont confirmé que le convoi ne transportait pas seulement des opérateurs, mais également une cible de grande valeur, le mango. La phase suivante de l'opération était cruciale, un accident de la route contrôlée serait organisé pour forcer le convoi à s'arrêter sans provoquer de confrontation armée. Le plan d'exécution a été mis en branle. Le 24 avril à 11h38, le Kenworth a ralenti dans le virage et un premier impact latéral a forcé le conducteur à s'arrêter. En quelques secondes, 5 agents infiltrés sont intervenus, ont immobilisé la cible et l'ont sécurisée dans un véhicule blindé. L'ensemble de l'opération a été menée avec une telle précision qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun blessé n'est à déplorer. Le bruit sec des menottes qui se fermaient était la seule indication qu'une opération aux enjeux élevés venait de se terminer. À cette époque, 6 anneaux de sécurité avaient déjà été déployés sur un tronçon de 9 km. Le premier confinement a eu lieu au niveau du virage de la Sanima. La deuxième couche a été installée au carrefour d'Ojo Caliente, et un troisième périmètre a bouclé toute sortie potentielle à Villa de COS. Alors que la nouvelle de la capture faisait lentement son chemin dans les forums souterrains, Sedena et Arf étaient conscients que quelque chose d'encore plus grand se déroulait. Le véritable coup dur n'a pas été seulement la capture d'un opérateur clé. C'était ce qui était caché à l'intérieur de ce conteneur Kenworth, une découverte qui allait envoyer une onde de choc au sein du CJNG et de l'ensemble du réseau criminel opérant dans le nord du Mexique. Comment une seule unité mobile s'est-elle transformée en centre de commandement de guerre? Dans quelle mesure la logistique de la drogue a-t-elle été militarisée? Les réponses furent plus brutales et plus déconcertantes qu'on aurait pu l'imaginer. Le 24 avril à 12h05, le contenu du conteneur Kenworth était entièrement révélé. Ce n'était pas seulement une remorque cargo, c'était une forteresse roulante. En ouvrant les portes arrière renforcées, les agents n'ont trouvé ni drogue ni produits de contrebande, mais un centre de commandement militaire pleinement opérationnel. 3 moniteurs de 32 pouces étaient toujours allumés, affichant les données cryptées en temps réel transmises depuis 8 ordinateurs portables tactiques TAT Armor. Sur un mur, un rack de communication par satellite mobile doté de capacités de cryptage AS-256 de niveau militaire a été installé. Il y avait également un module de guerre électronique, un radar de suivi de mouvement d'un rayon de 3 km, un système de brouillage de drones portables et des brouilleurs GPS haute fréquence. Mais le véritable choc est venu de l'arrière du conteneur. Couverts de couverture thermique, les agents ont découvert 4 lance-roquettes anti-chars de fabrication suédoise, 6 fusils de précision Barrett 80 d'une portée effective supérieure à 1800 mètres, 20 mines antipersonnelles Claymore, le tout soigneusement emballé dans des valises en fibre de carbone. Les implications étaient claires. Il ne s'agissait pas d'une simple vente de drogue. Ce camion dirigeait les opérations militaires. Les analystes du renseignement, en collaboration avec Sedena, ont conclu que ce centre mobile avait la capacité de coordonner des opérations offensives dans un rayon de 80 km. Il pourrait saboter les convois ennemis, lancer des attaques coordonnées et même cibler des centres urbains. À 12h24, l'équipe médico-légale avait déconnecté l'un des principaux ordinateurs portables. Le flux de données a révélé des renseignements de niveau militaire, itinéraire de patrouille pour les forces de sécurité, carte thermique des opérations fédérales, projection en temps réel des voies d'évacuation vers la frontière nord. Ce que Sedena et Arfush avaient découvert n'était pas seulement une saisie de contrebande, c'était le démantèlement d'un cartel qui s'était transformé en une entité militaire sophistiquée, capable de défier l'État mexicain lui-même. En seulement 72 heures, ce bunker roulant avait parcouru les routes nationales, déguisé en vulgaire conteneur, invisible aux yeux des autorités. L'opération a révélé les capacités terrifiantes des organisations criminelles et comment la négligence institutionnelle leur a permis de constituer une armée au cœur du pays. Que se serait-il passé s'ils n'avaient pas intercepté le convoi? Combien d'embuscades, d'attaques et de sacrifices silencieux auraient eu lieu? Il s'est avéré que la réponse était encore plus horrible que quiconque ne l'aurait craint. Le Mexique n'est plus confronté au crime organisé conventionnel. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée, sans le savoir, à combattre des armées privées en pleine transformation. Qui finançait cette évolution alarmante? Qui a permis qu'une guerre, dissimulée sous l'apparence d'une simple caravane, puisse être menée à une telle échelle? La situation commençait seulement à se dégrader et les révélations qui suivraient ne feraient que s'assombrir. Le 24 avril, à 13h, le long de la fédérale Highway 54, entre les bornes kilométriques 351,
l'équipe cybercriminelle de Sodena a réalisé une percée stupéfiante. Ils avaient saisi les ordinateurs portables Tector dans un bunker, mais ce qu'ils ont découvert sur ces disques durs dépasserait de loin toutes les attentes. Au départ, les données semblaient inoffensives, un ensemble d'itinéraires, de communications cryptées et de coordonnées satellites. Mais un examen plus approfondi, aidé par la déconstruction des couches de sécurité, a révélé la véritable profondeur de l'opération, une carte stratégique. Cette carte détaillait la structure transnationale du CJNG, méticuleusement construite en temps réel, couvrant le Texas, le Panama, la Serbie et le Michoacán. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple organisation criminelle, il s'agissait d'un système d'alliance militaire mondiale opérant sous la surface d'une guerre non déclarée. À 13h45, la première alerte majeure est venue du module Phoenix TX3 de l'ordinateur portable principal. Caché dans des codes et des coordonnées apparemment banales se trouvait le premier sommet d'un triangle noir, le Texas. Ici, le CJNG avait mis en place des nœuds d'approvisionnement en armes automatiques, en munitions de gros calibre et en équipements de qualité militaire. Des documents internes révélaient des accords portant sur des fusils AR-15 modifiés, des pièces pour la conversion automatique du tir et des appareils de vision nocturne de qualité militaire, tous achetés par l'intermédiaire de courtiers fantômes AMC Allen, Brownsville et El Paso. Il ne s'agissait pas ici du trafic de drogue traditionnel, il s'agissait d'un réseau d'approvisionnement militaire clandestin opérant aux États-Unis. À 14h12, une deuxième découverte a fait surface. Le fichier nommé Channel PMA9 a révélé une révélation encore plus sinistre. Le Panama n'était pas seulement un point de transit, il était devenu un centre financier central. 15 comptes bancaires ouverts dans des banques privées panaméennes ont été utilisés pour blanchir des fonds provenant d'opérations de trafic de drogue et d'armes. En seulement 9 mois, plus de 180 millions de dollars ont été acheminés via ces comptes, triangulés par des sociétés écrans et acheminés via Panama City, Colón et David. Le CJNG ne se contentait pas de financer la violence au Mexique, il était profondément ancré dans le système bancaire international, blanchissant ses bénéfices et se protégeant de tout contrôle juridique. À 14h36, la troisième bombe tombe, l'opération Tundra. La Serbie était devenue un terrain d'entraînement paramilitaire pour le CJNG. Dans les documents saisis figuraient des contrats de consultants secrets et des dossiers de formation provenant de camps secrets de Belgrade et de Nîmes, où les opérateurs du CJNG recevaient une formation aux tactiques de guérilla urbaine, aux explosifs improvisés, à la guerre électronique et aux perturbations des communications. Les images satellites ont confirmé l'existence de ces installations, cachées dans les forêts, avec des champs de tir, des tours de contrôle et des véhicules militaires légers garés en tenue de camouflage. Qui a financé cette terrifiante évolution ? Qui a permis à un cartel mexicain de transformer des tueurs à gages de bas niveau en unités d'assaut spécialisées ? À 15h08, la connexion finale était révélée, le Michoacán était le centre de commandement opérationnel. Des municipalités comme Apatzingan, Lázaro Cárdenas et Buenavista Tomatlán dirigeaient le flux quotidien d'armes, de drogue et de personnel à travers le Mexique. Les ordinateurs portables contenaient des enregistrements détaillés des points de contrôle clandestins, des itinéraires sécurisés et des plans d'expansion vers Guanajuato et Jalisco. Le modèle était tout sauf improvisé, c'était une zone contrôlée par l'armée sur la base de manuels de guerre irrégulières. Vers 15h30, la conclusion était dévastatrice, le CJNG avait dépassé le stade du trafic de drogue dans la rue. Il est devenu un réseau armé multinational avec une présence sur 3 continents et les capacités logistiques nécessaires pour intervenir dans les zones de conflit. Le Mexique n'était plus seulement aux prises avec des gangs criminels, il était engagé dans une guerre asymétrique contre les armées privées transnationales. Cette nouvelle menace, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait déstabiliser des régions entières, voire des pays entiers. La révélation a envoyé une onde de choc à tous les niveaux du renseignement. Comment l'expansion de ces groupes a-t-elle été si grossièrement sous-estimée pendant des années ? Comment ces plateformes guerrières, dont les tentacules s'étendent à travers l'Europe et l'Amérique, ont-elles pu prospérer sous couvert de violences locales ? La réponse douloureuse était évidente, l'indifférence politique, la corruption institutionnelle et une société trop inconsciente pour reconnaître la bête grandissante. 160 heures plus tard, dans la salle de crise du National Intelligence Center, Arfo se tenait devant un mur projetant des données accablantes. Le silence règne dans l'air, épais et tendu, lorsqu'il finit par parler, ce n'est pas qu'une opération, ce n'est pas qu'une saisie. Aujourd'hui, nous avons ouvert une porte. De l'autre côté, il n'y a pas de criminels de droit commun. Il y a des armées qui attendent. Les implications étaient claires, mais la question immédiate était, comment le CJNG réagirait-il à ce coup catastrophique ? Les premiers signes de représailles,
encore plus terrifiant, allait bientôt se faire sentir. Le 24 avril à 18h22, à Patsingan, Michoacán, la réponse est arrivée rapidement. Alors que les médias nationaux traitaient à peine de la capture de Mango, le CJNG avait déjà commencé à rédiger sa propre contre-attaque. Depuis le ciel nocturne, 2 drones improvisés, chargés d'explosifs et d'éclats artisanaux, sont descendus sur la préfecture de police régionale. La première explosion s'est produite à 18h23, suivie de la seconde à 18h27. Les explosions étaient assourdissantes, secouant les bâtiments sur 5 pâtés de maisons, brisant les fenêtres et réduisant une patrouille de police à un tas de ferrailles fumantes. Miraculeusement, il n'y a pas eu de victimes, mais le message était clair, la guerre ne faisait que commencer. Quelques minutes plus tard, des tracts portant de grandes lettres rouges agressives ont commencé à circuler dans les rues de Tepalcatepec, Bunavista et Aguililla, la guerre ne fait que commencer. Le CJNG ne s'agenouille pas. À 19h10, l'alerte de sécurité est passée au niveau 4 dans toute la région de Bajío, déclenchant la fermeture immédiate de 143 écoles publiques du Michoacán et de Jalisco. Le transport interurbain entre Apatzingan et Uruapan a été suspendu et les routes 37D et 14D ont été bloquées par des points de contrôle d'urgence. En 3 heures, le sud de Zacatecas, le Michoacán et certaines parties de Guanajuato étaient devenus des zones de guerre actives. Des rues vides, des magasins fermés et le hurlement lointain des sirènes signalaient la propagation de la terreur. À 19h45, une troisième menace s'est matérialisée, des informations font état de drones armés survolant des zones clés telles que la Piedad, Cotija et El Entronque de Zamora. Il ne s'agissait pas d'un simple désespoir, il s'agissait d'une stratégie terroriste coordonnée, destinée à paralyser la population civile et à envoyer un message clair, ils peuvent capturer un homme, mais ils ne captureront jamais l'organisation. Le CJNG avait compris une vérité brutale, la perte de Mango et de son centre de commandement mobile était un coup dévastateur, et comme tout animal blessé, ils ont répondu par l'agressivité. La question demeure, jusqu'où sont-ils prêts à intensifier la violence ? Jusqu'où les structures civiles seraient-elles entraînées dans cette guerre invisible ? Les prochaines heures s'avéreraient cruciales. À 22h, Arfo a ordonné le déplacement du centre d'opération tactique à Zamora, Michoacán, l'un des nerfs stratégiques du conflit. Le bâtiment, abandonné depuis des années et autrefois occupé par la police municipale, a été reconverti en centre de commandement avancé de l'Aube. Il n'y avait pas de temps pour les formalités ou les cérémonies, mais un seul objectif, neutraliser la menace. La stratégie était simple mais brutale, couper dans l'œuf toutes les infrastructures logistiques. Pas de tueurs isolés, pas de protection des routes, pas de résistance aux attaques dispersées. Le 25 avril à 30h, l'opération a commencé. L'équipe a utilisé le géoréférencement pour identifier 23 centres d'approvisionnement logistique à Apatzingan, Bunavista, Zamora et Zahuayo. Des drones armés ou des modèles Hermes 450 IT Hunter MX équipés de caméras thermiques et de microcharges de précision ont été déployés pour éliminer systématiquement les nœuds clés, entrepôts de munitions, refuges et ateliers de modification des véhicules blindés. En moins de 6 heures, l'opération s'est avérée un succès retentissant, avec 12 centres logistiques confirmés détruits. En seulement 2h45, 4 convois ont été neutralisés avant de pouvoir se regrouper, et les lignes d'approvisionnement autrefois fiables dans le couloir de Palcatepec-Zamora ont été complètement coupées. Alors que les drones survolaient silencieusement, des rapports en temps réel affluaient, chaque mise à jour révélant un nouveau succès tactique. Des explosions contrôlées ont éclaté dans des dépôts d'armes clés, tandis que des incendies ont consumé des stocks illicites. Simultanément, des antennes de communication illégales, cachées à la vue des tours téléphoniques publiques, ont été désactivées, démantelant ainsi le réseau secret du CJNG. Ce n'était pas seulement un coup tactique, c'était une grève psychologique. Pour la première fois depuis des mois, les cartels se sont retrouvés impuissants, incapables d'orchestrer une contre-attaque coordonnée. Les messages interceptés, désormais entre les mains des équipes de renseignement électronique, ont révélé un sentiment de panique dans les rangs du cartel. Leurs communications révélèrent une vérité troublante, toutes les routes avaient été coupées, aucun renfort n'arrivait et ils étaient isolés. Ils étaient, selon leurs termes, aveugles et sourds. Pendant ce temps, dans les rues de Zamora, l'atmosphère a radicalement changé. Les écoles ont fermé leurs portes, les entreprises ont fortifié leurs portes, mais pour la première fois depuis une éternité, la ville a poussé un soupir de soulagement collectif. Le bourdonnement lointain des drones au-dessus de nous ne signalait plus une menace imminente, cette fois, c'est le signe de la résistance, de la reprise en main. Pourtant, Arfo au cœur de l'opération savait que ce n'était que le début.
Une seule grève n'a pas suffi à démanteler le CJNG. Il était parfaitement conscient que le cartel ne s'effondrerait pas d'un seul coup. La phase suivante de l'opération serait encore plus impitoyable, implacable dans sa mission, faire en sorte qu'aucun câble, pas une seule balle, pas un seul dollar ne reste entre les mains de l'ennemi. Le Mexique pourrait-il vraiment couper l'âme de l'un des cartels les plus puissants de son histoire? Les heures à venir révéleront si cette opération peut constituer un tournant, et la réponse s'écrira dans les étapes féroces qui suivront. À l'aube, l'ampleur de la dévastation est devenue douloureusement claire. Près de 90% du réseau logistique du CJNG avait été démantelé. Les chiffres semblaient presque trop accablants pour être réels, 21 centres d'approvisionnement avaient été neutralisés, 14 axes de circulation majeurs avaient été coupés et plus de 50 opérateurs de liaison avaient été capturés ou dispersés dans des actions synchronisées. En moins de 36 heures, le flux de méthamphétamine, d'armes et d'argent liquide essentiel au maintien de la domination du cartel avait été complètement interrompu. L'effet fut immédiat et catastrophique. À Uruapan, les cellules locales ont fui leur refuge en panique, abandonnant les livraisons en cours de livraison. À Apatzingan, les intermédiaires financiers ont été plongés dans le désarroi, stoppant brutalement toutes les opérations de transferts illicites. À Zamora, le marché noir des armes, autrefois florissant, s'est tu, le cœur transpercé par l'efficacité de l'opération. Il ne s'agissait pas simplement d'une opération militaire, ce fut un séisme au cœur même du crime organisé. Pour la première fois depuis une décennie, les lignes d'approvisionnement du CJNG dans la région ont été étouffées à la racine, et tout cela a été accompli sans qu'il soit nécessaire de recourir à une guerre d'usure prolongée. Pourtant, dans les couloirs feutrés du centre de commandement de l'Aube, une autre question surgissait tranquillement, la bête blessée mourrait-elle, ou allait-elle se fragmenter en quelque chose de bien plus dangereux? La réponse, semblait-il, était bien plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Le 25 avril à 10h02, le chaos opérationnel laissé par le CJNG a commencé à révéler une vérité surprenante. Le cartel, autrefois une formidable structure centralisée, s'était désormais divisé en une constellation de cellules autonomes. Ces petites unités indépendantes fonctionnaient comme des start-up militaires, rapides, adaptables et féroces. Chaque cellule était autosuffisante, gérait ses propres ressources, contrôlait son propre micro-territoire et entretenait son propre flux d'informations. Ces cellules fragmentées ne dépendaient plus d'un commandement central mais s'appuyaient plutôt sur des réseaux locaux fiables pour la coordination. Dans des villes comme Zamora, Apatzingan, Tepalcatepec et Cotija, des fragments semi-autonomes du CJNG se sont battus pour leur survie, chacun s'accrochant au reste de l'effondrement du réseau dans son ensemble. Ce modèle décentralisé présentait un avantage évident, il rendait le cartel beaucoup plus difficile à éliminer en une seule frappe. Pourtant, cela a également introduit un défaut fatal. En s'isolant opérationnellement et financièrement, ces petites cellules sont devenues de plus en plus vulnérables aux opérations chirurgicales ciblées. Ils ne pouvaient plus compter sur une défense unifiée et leur fragmentation les rendait plus faciles à éliminer un par un. Il ne s'agissait plus d'une bataille contre un ennemi unique, mais d'une guerre contre plusieurs cibles plus petites. Et maintenant, les autorités mexicaines disposaient d'une opportunité rare et cruciale, une ouverture vers une neutralisation sélective qui pourrait briser le cartel morceau par morceau, sans avoir besoin d'une guerre ouverte et prolongée. Pourtant, au fur et à mesure que l'opération se poursuivait, de nouvelles révélations inattendues sont apparues. Le 25 avril à 13h58, une anomalie inquiétante est apparue dans la salle de renseignement du centre de commandement de l'Aube. En analysant les métadonnées des ordinateurs portables saisis lors d'attaques tactiques, les cyber-équipes ont découvert un signal inquiétant, un flux de paquets de données cryptées se dirigeant vers le nord, bien au-delà de toute frontière prévue. Cette transmission, contrairement à tout ce que l'équipe avait rencontré auparavant, ne se faisait pas par des moyens traditionnels. La destination du signal a été identifiée comme étant une installation de communication privée sans prétention à Tampa, en Floride, près de la base aérienne MACDAL. La nature de la transmission était encore plus troublante. Il ne s'agissait pas d'un flux de données cryptées ordinaire. Il a utilisé une technique que les experts ont rapidement surnommée « logistique du relais humain », une forme de communication qui ne reposait pas sur des signaux électroniques, mais sur le comportement humain lui-même. De petites actions apparemment banales comme un chauffeur s'arrêtant exactement 47 secondes à un point précis, un livreur transportant des colis identiques vers différents endroits ou une transaction financière apparemment anodine de $13.37 américains sont devenues partie intégrante d'un code crypté. Chaque mouvement, chaque pause, chaque geste subtil faisait partie d'un système logistique secret beaucoup plus vaste. Ces actions humaines, lorsqu'elles étaient observées par les bonnes personnes, déclenchaient des instructions spécifiques,
créant ainsi un réseau qui ne pouvait pas être intercepté par les méthodes de surveillance traditionnelles. Essentiellement, le CJNG avait réinventé le concept même de communication. Ils avaient utilisé les interactions humaines quotidiennes des choses invisibles au suivi numérique et inaperçu pour la plupart pour créer un système de coordination secrète qui défiait toute détection. Ce changement de stratégie opérationnelle a marqué un nouveau seuil dans l'évolution criminelle. Le CJNG n'était plus simplement un cartel, c'était une organisation capable d'intégrer son infrastructure dans le tissu même de la vie quotidienne. Le 26 avril à midi, un rapport conjoint publié par SEDENA et le National Intelligence Center dressait un tableau effrayant de cette nouvelle frontière de la guerre criminelle. C'était clair, couper les câbles ou détruire les serveurs ne suffisait plus. Le nouveau défi consistait à déchiffrer le comportement humain lui-même, à comprendre les schémas, les mouvements, les décisions apparemment insignifiantes qui constituaient le réseau secret des organisations criminelles modernes. Il ne s'agissait plus seulement d'une bataille d'armes ou d'argent. C'était une guerre de perception, d'interprétation des fils invisibles qui maintenaient tout ensemble. Cela représentait un défi monumental pour la société. Dans un monde où la logistique criminelle était désormais intégrée à la vie quotidienne, chaque action, aussi petite soit-elle, avait le potentiel de faire partie de ce réseau caché. La bataille pour le Mexique et pour l'Amérique latine était entrée dans une nouvelle phase. Le véritable combat ne se déroulait plus seulement dans les rues ou sur le champ de bataille, c'était dans les décisions discrètes et quotidiennes prises par les gens ordinaires. La société pourrait-elle relever ce défi? Les citoyens pourraient-ils reconnaître les signes subtils d'un comportement criminel inhérent aux routines qu'ils suivaient chaque jour? L'avenir de cette guerre ne sera pas écrit uniquement par les soldats ou la police. Il serait écrit par chacun d'entre nous ou par des communautés capables de reconnaître l'invisible et de protéger les espaces communs où ces criminels prospéraient autrefois. Les prochains mois seront cruciaux, et l'histoire ne sera plus façonnée uniquement par ceux qui portent l'uniforme ou ceux qui font partie des syndicats criminels. Elle serait façonnée par nous tous, à travers chaque action, chaque décision et chaque moment de vigilance. La guerre avait changé. Et cela ne se gagnerait pas uniquement avec les balles.